Le débat de France 24, bienvenue. On va parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine lancée il y a plus de 3 ans par Vladimir Poutine. Depuis dimanche, les Ukrainiens multiplient les actions coup de poing sur le terrain, notamment avec cette opération baptisée Toile d'araignée. Est-ce que cela peut changer le cours de la guerre? Quid aussi des négociations qui se sont tenues hier à Istanbul? La Russie propose un cessez-le-feu partiel, l'Ukraine une nouvelle réunion fin juin. Qu'est-ce qui peut changer d'ici là? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités. Je vous les présente. À mes côtés ce soir en plateau, Vera Grantseva, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue russe, exilée en France depuis 2020, depuis 5 ans maintenant. Vous êtes également enseignante à Sciences Po. Je salue également le général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes souvent sur ce plateau, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bonjour James André. Bonjour. Grand reporter ici à France 24, vous vous êtes rendu pour nous plusieurs fois en Ukraine ces 3 dernières années. Et puis je salue également, nous sommes en ligne avec Volodymyr Yarmolenko, philosophe ukrainien, président de Pen Club, c'est un réseau international d'écrivains, rédacteur en chef également de ukraineworld.com. Voilà pour les présentations. On débute avec les toutes dernières images en provenance du terrain, images notamment de Soumy, où une attaque russe a fait au moins 3 morts et 16 blessés aujourd'hui. Moscou qui revendique aujourd'hui la prise d'un nouveau village dans la région. De son côté, l'Ukraine qui a ciblé le week-end dernier plusieurs aérodromes militaires situés à des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Plusieurs bombardiers ont été détruits à l'aide de drones bon marché. C'est une prouesse de Kiev et un coup dur pour l'aviation russe. Le pont de Crimée, je l'indique aussi, a également été ciblé aujourd'hui. Avant de tous vous donner la parole, les images, elles sont commentées par Anna Pereira. 1100 kg d'explosifs cachés sur les piliers sous-marins du pont de Crimée. Les forces ukrainiennes ont à nouveau visé cette voie de ravitaillement clé pour les forces russes. Selon Kiev, la structure serait dans un état d'urgence. L'ampleur réelle des dégâts reste toutefois incertaine. Le trafic n'aurait été interrompu que pendant 3 heures, selon les autorités russes. L'infrastructure de 19 km de long relie la péninsule annexée par Moscou au territoire russe. Inauguré en 2018, le pont de Crimée est pour le Kremlin l'un des symboles de l'annexion en 2014. Il a déjà été visé à 2 reprises par Kiev depuis le début de l'invasion, une fois avec un camion piégé, puis avec des drones navals. Plus à l'ouest, à Odessa, les frappes russes se poursuivent. Des drones ont visé des immeubles résidentiels et des entrepôts, faisant des blessés. J'ai pris mon bébé, nous sommes descendus au sous-sol, nous avons réveillé ma mère et mon mari. Au début, les explosions semblaient lointaines, puis elles se sont rapprochées. Dans la cave, j'ai couvert mon enfant de mon corps, puis nous sommes restés assis et nous avons entendu une forte explosion. À Soumy, dans le nord-est ukrainien, les services d'urgence de la ville font état d'une frappe délibérée contre des civils, faisant plusieurs morts et des blessés, dont des enfants. Ces attaques surviennent au lendemain de nouveaux pourparlers qui n'ont pas abouti à un cessez-le-feu. Les prochaines discussions sont prévues en Turquie à la fin du mois. Voilà pour les images. Général, on le voit, les Ukrainiens multiplient les opérations sur le terrain ces dernières semaines, souvent avec succès. La dynamique sur le terrain, on peut la qualifier de très positive en ce moment pour Kiev? Alors, je dirais plutôt que tout ceci est lié aux négociations qui ont lieu à Istanbul. Les Russes ont frappé considérablement l'Ukraine dans la semaine qui a précédé, avec beaucoup de missiles et de drones, des frappes majeures. Puis cette réunion à Istanbul, dont on savait qu'elle ne déboucherait sur rien, puisque le mémorandum présenté par la Russie est totalement inacceptable par les Ukrainiens. Donc on assiste à un bras de fer dans lequel les Russes frappent brutalement pour dire aux Ukrainiens « pliez », et les Ukrainiens répondent en disant « nous n'allons pas plier ». Et en faisant ces attaques qui sont très intéressantes, parce qu'elles touchent à la fois des éléments symboliques, mais aussi des éléments stratégiques. Le pont de Kerch, c'est celui qui permet, à partir de la Russie, d'alimenter directement les forces russes qui sont en Crimée et au-delà. Et puis les frappes qui ont eu lieu, c'est quand même les bombardiers stratégiques russes qui permettent de tirer des missiles sur l'Ukraine. Et donc il est plus malin, j'allais dire, d'aller frapper ces vecteurs plutôt que d'intercepter les missiles. Donc je crois qu'en plus,
en frappant dans la profondeur comme le font les Ukrainiens, ils démontrent que la Russie, vous savez, c'est la grande Russie gigantesque, le rouleau compresseur, etc. Ben, votre force, c'est votre faiblesse aussi. Comme vous êtes gigantesque, ben, je vais vous frapper dans la profondeur et vous n'arrivez pas à surveiller tout. Et effectivement, on voit aujourd'hui des camions qui sont arrêtés partout en Russie parce que ça crée la paranoïa. Tout le monde pense qu'il va y avoir d'autres attaques. De même que sur le pont, j'ai trouvé très intelligent le communiqué des Ukrainiens qui disent « Nous avons placé des charges, la première a explosé ». Sous-entendu, il y en a d'autres et vous allez chercher. Donc je pense qu'on est vraiment dans un rapport de force, un point de non-retour. On sait maintenant que les Russes ne veulent pas négocier, qu'ils veulent tout plus que tout, et les Ukrainiens ne veulent pas céder. James André, sur ce timing, il faut le voir en comparaison, en relation avec ces négociations qui se sont tenues hier à Istanbul, en Turquie? Oui, absolument. Je pense que l'objectif, effectivement, pour les Russes, pour les Ukrainiens, je suis absolument d'accord avec vous, c'est de démontrer qu'ils peuvent frapper dans la profondeur. C'est-à-dire que jusqu'ici, il faut bien réaliser, quand on va sur place en Ukraine, on réalise que la guerre, les gens la vivent tous les jours, dans la plupart des villes ukrainiennes, puisque vous avez ces drones qui s'abattent sur les villes tous les jours et qui, souvent, ne font pas forcément, on va dire, énormément de victimes, mais c'est quotidien. Et vous avez des quartiers, vous avez les vitres soufflées, vous avez... Bon, les Russes la vivent pas tant que ça, finalement, de manière très directe. Et là, en l'occurrence, eh bien, oui, l'objectif est de montrer aux Russes qu'eux aussi ont besoin, quelque part, que ça s'arrête, ou en tout cas de leur démontrer qu'on peut leur faire mal. Et vous le disiez, en général, vous avez absolument raison. C'est vrai que les avions qui ont été détruits sont des bombardiers stratégiques. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, les Russes disposent d'une... Enfin, alors, pas beaucoup, il y en a beaucoup, mais il y a une soixantaine de Tupolev T-95 qui sont en état de voler a priori, une vingtaine de Tu-160 qui sont des avions encore plus performants. Là, il semblerait, on n'a pas le bilan exact, mais que plusieurs de ces avions étaient abîmés. Or, ce sont des avions qui remontent à la guerre froide, qu'on ne peut pas reconstruire rapidement ou reproduire. Donc, c'est quand même vraiment un coup qui est porté, même si je ne pense pas que ce soit de nature à changer, on va dire, la posture russe. Et on va continuer d'en parler. Au-delà de l'aspect militaire, il y a l'aspect mental dont on parle beaucoup. Cette opération, ça envoie aussi le message à Moscou qu'on se battra jusqu'au bout et que finalement, la Russie, elle est faillible. Effectivement, c'est aussi un message non seulement militaire, mais aussi politique. Quand l'Ukraine montre qu'elle est capable de résister malgré 3 ans de guerre, malgré les frappes permanentes sur les villes ukrainiennes par la Russie. Donc l'Ukraine montre qu'elle est capable de continuer à résister, qu'elle ne se plie pas. On a vu la délégation russe venir à Istanbul avec les exigences maximalistes, voire radicales, qui visent pas les négociations, mais la capitulation de l'Ukraine. Et face à ces exigences, l'Ukraine était capable de monter une opération, effectivement, avec une grande prouesse, qui allait jusqu'à Irkoutsk. C'est 7000 km de Kiev. Et on sait qu'ils ont pu organiser les camions à l'intérieur de la Russie. C'était près de Tcheliabinsk. Ça, c'est 2700 km de Kiev. Et de Tcheliabinsk, il y avait plusieurs camions qui sont partis avec les drones dedans. Et c'est comme ça qu'ils ont pu attaquer quand même ce qu'on appelle... Ils ont visé la triade nucléaire russe. Ils ont pu attaquer, non pas toute la triade, mais quand même les aérodromes très importants pour la Russie, d'où la Russie a attaqué l'Ukraine depuis 2022. Donc ils ont pu montrer effectivement qu'ils continuent à résister, qu'ils sont capables à nuire la Russie jusqu'à aller en Sibérie. Volodymyr Yarmolenko, on a vu ce message envoyé à Moscou, message envoyé également à la population ukrainienne et aux soldats. C'est important de dire que cette guerre, elle est gagnable par les Ukrainiens? Oui, je pense que oui, parce que l'Ukraine montre que, comme vos invités ont déjà dit, que la grandeur de la Russie, c'est aussi sa faiblesse, comme le général Troncan a dit très bien. Et je pense que c'est ça que les Ukrainiens essaient de faire finalement, c'est que montrer que voilà, la vaste territoire, c'est aussi un point de faiblesse de la Russie. C'est ça qui fait la Russie très fragile, très fragilisée, improtégée, et c'est pour cela que vulnérable. Et je pense que cet esprit de la victoire, en fait, il a existé toujours dans l'armée ukrainienne, dans la société ukrainienne. C'est vrai que disons que l'année précédente et l'année actuelle, avec les offensives russes, ça donne cette idée un peu peut-être plus faible, mais les opérations comme ça, ils montrent aussi que la créativité des Ukrainiens, les innovations des Ukrainiens, ils sont beaucoup plus avancés que cette force brutale russe.
Oui, la nouveauté de cette opération Toile d'araignée, ce sont ces centaines de drones hyper bon marché qui ont réussi à infliger des dégâts énormes. Ça peut changer le cours de la guerre. James André nous disait que non tout à l'heure. Alors, changer le cours de la guerre, je ne crois pas complètement. Il faut bien voir que... moi, je me souviens de ce qu'avait dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne lorsqu'il a été muté comme ambassadeur à Londres. Vous savez, on l'a échangé. Et il a dit, on ne gagnera pas la guerre sur le front comme ça, il faut innover. Il faut trouver d'autres façons pour gagner la guerre. Et je crois que les Ukrainiens sont particulièrement forts sur ces points-là. C'est-à-dire qu'ils vont frapper au cœur. Et j'allais dire, lui-même, le chef du renseignement, dit aujourd'hui, il faut frapper au Kremlin directement. Et donc, sur le front, évidemment, les Ukrainiens sont dans une situation difficile parce qu'ils ont moins de soldats, parce que le front s'est étendu, avec l'opération qu'il y a eu à Koursk et en direction de Soumy, il s'est beaucoup étendu. Or, les Ukrainiens ne peuvent pas étendre le front comme les Russes peuvent le faire. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de tenir là et de frapper ailleurs. C'est une stratégie qui, à mon avis, est pleine de bon sens pour les Ukrainiens. L'Ukraine, elle a les moyens, longtemps, de poursuivre cette guerre, d'innover aussi souvent ? Il y a eu des innovations majeures. Enfin, depuis 3 ans, on a vu d'abord l'apparition des drones. Alors, une fois de plus, ce sont les drones. Je dirais que ce qui est intéressant aussi avec cette opération, c'est que cette opération s'est faite avec du matériel ukrainien, organisé par les Ukrainiens. Ils n'ont pas eu besoin des Américains, notamment. Il ne s'agit pas d'armes occidentales, il s'agit d'armes ukrainiennes. Donc ça, évidemment, ça envoie aussi un message puissant qui est qu'il y a une certaine autonomie et des capacités en dehors, on va dire, d'un soutien direct américain. Donc oui, il y a ça. Je pense que c'est une opération qui est impressionnante dans la mesure où il y a une profondeur dans le territoire russe qui est importante. Il y a effectivement une frappe symbolique sur un vecteur nucléaire que sont ces bombardiers. Mais au-delà de ça, si on prend ce qui s'est passé avec le pont notamment, maintenant ça fait des mois que les Russes ont de véritables problèmes dans mer Noire à cause des drones maritimes ukrainiens qui sont extrêmement performants et qui en fait leur permettent de contrôler des parties entières de cette mer Noire. Donc on voit qu'il y a une innovation technologique qui est très importante. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi, parce que si on prend la région de Soumy et ce qui s'est passé dans la région de Koursk, pour en avoir parlé avec des militaires ukrainiens sur place, parce que j'étais à Soumy il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs vous avez vu, il y a eu des frappes importantes sur la ville et des villages que les Russes annoncent avoir repris dans le secteur. Ça, c'est une zone qui est vraiment en ce moment un point chaud et où il y a eu une utilisation massive des drones, ce qu'on appelle FPV, donc c'est ces drones où on les pilote en ayant l'impression d'être à l'intérieur et qui sont en fait pilotés par fibre optique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les brouiller. C'est une transmission filaire avec de la fibre optique. Et ça, c'est une innovation que dont les deux côtés disposent. Mais même les Ukrainiens vous diront que les Russes aussi ont vraiment maîtrise cette technologie de manière très efficace et en dispose de très grandes quantités. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que maintenant dans cette guerre, on a une course à l'innovation technologique sur le drone, une course à la production de drones qui doit être le plus massif possible puisqu'on les utilise. On a vu là 117 drones pour cette attaque en Russie et des nouvelles technologies. Et ce qui est super intéressant dans cette attaque, c'est de voir que non seulement ces drones ont été mis sur le terrain et ensuite ils ont été pilotés depuis l'Ukraine, donc à des milliers de kilomètres de là, et les Ukrainiens disent que tous les agents qui ont participé à l'opération sont sortis avant l'attaque. Ce que la Russie nie, pour l'instant, ils disent avoir arrêté des gens. Mais en tout cas, on a une opération là qui est quand même sur le plan opérationnel, qui démontre une vraie maîtrise, une vraie capacité à les frapper en profondeur, sans forcément d'aide de la part des Occidentaux. Et c'est vrai que ces bombardiers, on ne sait pas encore si c'est 11 ou 41, parce que les Ukrainiens disent 41, certains experts disent que c'est 11. Évidemment, dans tous les cas, c'est déjà une belle prouesse. Ça a été brièvement évoqué, mais évidemment, en toile de fond, il y a en suspens le sort de l'aide américaine. Sans Washington, Kiev peut s'en sortir ? Aujourd'hui, en fait, la situation est très différente de 2022-2023. Aujourd'hui, l'Ukraine produit elle-même des armes. Aujourd'hui, il y a quand même l'aide européenne qui a beaucoup augmenté. On attendait, et ici, je passe ce contrôle de général, l'Europe devait, à partir de 2025, fournir les obus, par exemple, en nombre suffisant pour l'Ukraine pour faire face à la Russie. Et d'après les calculs que j'ai consultés, aujourd'hui, l'aide américaine monte à 20% de tout potentiel militaire de l'Ukraine. Donc c'est pas
pas moitié, c'est pas majorité, mais quand même, les Américains ont des éléments qui sont cruciaux pour la défense de l'Ukraine. Ce sont par exemple les systèmes patriotes, que d'après ce que je comprends, et encore une fois, je passe le contrôle du général, c'est pas facile à remplacer. Et on sait que c'est les attaques les plus meurtrières, quand même les plus dures pour l'Ukraine, c'est les attaques par les missiles, contre lesquelles c'est les patriotes quand même qui sont les plus efficaces. Donc voilà, il y a les éléments qui sont cruciaux, que l'Ukraine doit essayer de remplacer. Peut-être qu'elle peut les acheter maintenant. On sait que l'approche de Trump, c'est pas fournir l'aide, mais se faire les deals, vendre, faire le commerce. Donc on sait déjà qu'Israël pensait à donner à l'Ukraine, je ne sais pas si c'était d'ailleurs si ça aboutit par les faits, mais il y avait l'idée de transférer les patriotes d'Israël vers l'Ukraine. Donc il y a d'autres moyens comment l'Ukraine peut s'en sortir, même si les États-Unis diminuent d'une façon significative leur aide à l'Ukraine. Volodymyr Yarmolenko, un mot sur ce qui vient d'être dit en plateau ? Oui, je pense que c'est très important aussi de comprendre que l'Ukraine a une certaine autonomie de production. Il ne s'agit pas seulement des drones, parce que oui, les drones, tout le monde parle des drones, mais en fait, c'est un système plus complexe. Tu ne peux pas gagner la guerre avec des drones seulement. Donc, les drones, c'est bien sûr une innovation de cette guerre, mais tout le reste compte aussi. L'infanterie compte aussi, le renseignement compte aussi, et d'autres éléments. Ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que la tactique russe, c'est de gagner la guerre par la quantité des gens et par une capacité de sacrifier les soldats. Donc, ce qu'on comprend, la façon dans laquelle les Russes mènent cette guerre, et c'est vraiment la façon dans laquelle l'armée rouge a mené la Deuxième Guerre mondiale et les guerres menées par des Russes pendant l'époque impériale aussi, c'est une capacité de sacrifier vraiment une quantité énorme de ses propres soldats. Et c'est ça qu'on assiste aussi dans cette guerre. Donc, la réponse ukrainienne, c'est comment sauver plus de soldats ukrainiens, comment garder plus de personnes dans notre armée, parce qu'on ne sacrifie pas les gens, avec les technologies. Et je pense que la réponse est aussi très importante pour l'Europe, parce que l'Europe doit aussi se préparer à une certaine sécurité, à une certaine défense. Et maintenant, je pense que cette innovation technologique qui a le lieu en Ukraine, elle peut aider aussi en Europe pour son propre avenir. Un commentaire avant de passer peut-être aux négociations ? Non, simplement, je pense qu'on est dans une phase dans laquelle, j'entendais ce matin une conférence dans laquelle on disait la Russie s'est de nouveau soviétisée. C'est-à-dire que l'armée russe est redevenue, avec des pertes colossales, il faut se rappeler un peu les pertes pour la prise de Berlin, ça a été 800 000 soldats qui ont été tués. On sait combien de soldats russes sont morts depuis le début ? Il y en a à peu près 5 000 par semaine qui sont tués ou blessés. Les chiffres sont compliqués à savoir, mais vous avez vu, là, les échanges, on parle des échanges de corps dans ce qui se passait à Istanbul. Donc, c'est d'un côté cette massification russe, ce rouleau compresseur, et l'Ukraine a deux atouts majeurs. Le majeur de l'innovation, on vient de le voir, parce qu'on parle des drones, on parle du pont, mais parlons d'il y a 4 jours, des ponts ferroviaires qui ont été détruits et qui permettaient d'amener la logistique. Donc, les frappes dans la profondeur, cette façon de déstabiliser, et de déstabiliser aussi dans les esprits des Russes. Pour les 3/4 des Russes, la guerre, c'est là-bas, ça ne nous concerne pas. Maintenant, la guerre, ça nous touche directement. Et moi, je reprendrai le deuxième atout qu'a l'Ukraine, c'est un atout moral. Je citerai le président du Conseil, Clémenceau, qui, pendant la Première Guerre, disait « Celui qui gagnera, c'est celui qui croira dans le dernier quart d'heure qu'il ne va pas perdre ». Eh bien, c'est exactement ça. C'est innovation et voilà. Et avoir les forces morales qui permettent de gagner. Sur ces négociations dont on parlait en début de débat qui se sont tenues hier à Istanbul, second round de pourparlers, sans surprise, toujours pas de cessez-le-feu en vue. Ce qui a avancé en revanche, c'est le volet humanitaire. Hier, Russes et Ukrainiens ont convenu d'échanger tous leurs prisonniers de guerre de moins de 25 ans ou grièvement blessés, ainsi que des milliers de corps de soldats tués, on en parlait. Ça avance très lentement, James André, c'est la volonté des Russes ?
Bon, je pense que c'est... En fait, là, on donne des gages parce que moi, j'ai l'impression que dans ces négociations, il y a deux personnes qui ont absolument besoin de changer d'avis, en fait. On a d'abord, évidemment, Vladimir Poutine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces frappes dans la profondeur russe peuvent effectivement le mettre sous pression politique. Parce que pour l'instant, la posture de Poutine est très claire. Manifestement, il veut gagner du temps. Vraiment sous une pression politique, Poutine ? C'est-à-dire que si la population russe commence à réellement souffrir, on va dire, de matière matérielle, je ne parle pas forcément que des sanctions économiques, mais s'il commence à voir des drones tomber sur les villes russes, ça va se compliquer beaucoup pour Vladimir Poutine, parce que je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, la guerre, elle est loin. On n'est pas forcément concerné. On va être concerné par les sanctions. Les sanctions, on le sait, politiquement, c'est à double tranchant. On l'a vu un peu partout. On désigne le vilain occidental qui sanctionne, etc. Bref. Et on ne peut pas dire que les sanctions occidentales, pour l'instant, aient vraiment déstabilisé la Russie. Pour l'instant, ça n'a pas déstabilisé la Russie, qui utilise effectivement tout l'argent en fait, qui provient des hydrocarbures et des ventes d'énergie, tout simplement. Qui est revendu à d'autres acteurs. Exactement, et qui en fait a permis d'infuser en fait toute la société russe avec énormément de cash, puisque les salaires des soldats qu'on envoie au front sont très élevés par rapport à l'économie locale, que les primes lorsqu'il y a décès sont là aussi importantes, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup d'argent finalement des hydrocarbures qui rentrent dans l'économie de base russe, je dirais. Donc pour l'instant, la grande différence, ce serait qu'effectivement des missiles ou des drones commencent à s'abattre sur les villes russes, qu'il y ait des sirènes qui commencent à retentir, des gens qui sont obligés d'aller se mettre aux abris, exactement ce qu'on peut voir en Ukraine. Ça, potentiellement, ça pourrait être plus compliqué pour lui. Mais pour l'instant, Vladimir Poutine, il est dans une posture où, pour lui, sa guerre avance. Il avance sur le terrain, même s'il grignote tout doucement. Il a un président des États-Unis, parce que c'est l'autre homme à qui il faut faire changer d'avis, qui, pour l'instant, n'est pas prêt à vraiment aller au combat en faveur des Ukrainiens, comme on a pu le voir, ni économiquement, ni militairement, et qui, pour l'instant, est dans une position, il se dit que son plan se déroule sans accroc, entre guillemets. On l'a vu le 9 mai, il y avait une vingtaine de chefs d'État sur la place rouge pour voir le défilé de la victoire. On a diplomatiquement un certain nombre de pays qui le soutiennent. On pense à la Chine, on pense à l'Iran. On pense par exemple à la position du Brésilien, président Lula, qui était le 9 mai à Moscou, et qui d'ailleurs vient à Paris en fin de semaine. Sa position est de dire on continue à faire du business avec la Russie. La Corée du Nord. La Corée du Nord, bien sûr. Tout ça fait que, pour lui, il a le temps. Le temps joue en sa faveur. Et donc, il va continuer. Donc, il va effectivement rendre des corps de prisonniers ou des prisonniers. Ça permet de donner des gages éventuellement, de faire tenir, de tirer ce fil avec Donald Trump en disant « Mais si, regardez, moi aussi, je suis prêt à faire des concessions. » Alors que des concessions, il n'y en a aucune. On a un mémorandum qui est évidemment inacceptable pour les Ukrainiens, pour les Européens, et qui ne fait que réitérer les demandes russes du départ, finalement. Vladimir Poutine qui cherche à gagner du temps, ça peut durer longtemps. Donald Trump, il ne va pas s'agacer à un moment ? On voit déjà que Trump a évolué par rapport à Poutine et ses intentions. Aussi au début, il affirmait presque toutes les semaines que Vladimir veut la paix, je le soutiens et on est très proche à un deal. Quand même, maintenant, on voit qu'il est devenu un peu plus dubitatif. Même il y avait des posts sur son réseau social où il clairement disait que Poutine est fou, qu'il tape sur les villes, qu'il en fait montre sur les faits, pas sur les paroles, qu'il ne veut pas la paix, qu'il veut aller le plus loin possible dans l'Ukraine. Il veut obtenir maximum ce qu'il peut et qu'il utilise balade en fait Trump juste pour obtenir maximum en Ukraine. Donc à mon avis, il y a des limites, même s'il y a une sympathie entre les deux hommes, entre Trump et entre Poutine, et Poutine est très bien conscient. Et à mon avis, même si maintenant Trump quand même commence à être un peu déçu, si dans un mois Poutine lui appelle en lui proposant encore peut-être des deals, Trump peut être séduit par Poutine. Donc Poutine a du potentiel, mais du côté Trump, il y a aussi des limites. Et si Poutine n'est pas assez intelligent et rusé avec Trump, il peut quand même perdre ce jeu. Volodymyr Yarmolenko, on le sent bien, Vladimir Poutine, c'est le seul aujourd'hui qui peut arrêter la guerre. Qu'est-ce qui, demain, peut contraindre le président russe à vraiment l'arrêter, si tant est qu'il y ait une réponse ? Je pense que la réponse est très simple, c'est la pression militaire, économique, politique sur la Russie pour qu'elle ne puisse pas continuer cette guerre, ou qu'elle n'ait pas des ressources à continuer cette guerre. Et finalement, les Ukrainiens donnent un exemple par cette attaque, par l'opération de toile d'araignée et par d'autres attaques aussi. Regardez la mer Noire, les Russes sont absolument impuissants dans la mer Noire. Donc, ils ont annexé les Crimée pour contrôler la mer Noire. Maintenant, ils ne peuvent rien faire là-bas.
Il faut être sérieux il faut vraiment avoir un avis très comment dire, très clair par rapport à ces négociations. Les Russes, effectivement, ils ont demandé finalement aux Ukrainiens de céder même les territoires que les Ukrainiens contrôlent. Je vous rappelle que selon la constitution russe, selon les changements de la constitution russe faite par Poutine en 2022, il y a 5 régions de l'Ukraine qui sont proclamées des territoires russes, y compris les territoires qui sont contrôlés par l'Ukraine. Donc quand je vais, par exemple, moi-même à la ville de Kherson, ou à la ville de Zaporizhzhia, ou à la ville de Kramatorsk, que je fais très souvent, selon la constitution russe, je suis à la territoire russe. Donc bien sûr, cette absurdité, il n'est pas acceptable ni pour les Européens, ni pour les Ukrainiens. Et ça veut dire que Poutine, vraiment, il n'a pas d'intérêt du tout à la paix. Et je pense que Trump, quand même, il y a beaucoup de temps qui est passé déjà pour le comprendre. Pour poursuivre sur ces négociations, une nouvelle réunion russo-ukrainienne pourrait avoir lieu fin juin. Qu'est-ce qui pourrait changer d'ici là? Absolument rien. Je crois que de toute façon, fondamentalement, au-delà de l'Ukraine, le président Poutine a besoin de la guerre. On parlait tout à l'heure des 600 000 soldats qui sont sur le front, qui gagnent beaucoup d'argent, les primes, etc. Est-ce qu'on va les renvoyer dans leur foyer? Certainement pas. Il y aura une perte énorme pour les populations. Et donc je pense que globalement, le président Poutine, pour tenir la Russie telle qu'il la tient aujourd'hui, a besoin de continuer la guerre. Vous savez, les dictateurs ont souvent besoin d'une pression extérieure pour arriver à maintenir la situation qu'ils veulent avoir de la société soumise. Quand il y a un opposant, il se fait empoisonner, donc c'est quand même assez simple sur le plan. On peut aussi imaginer que Vladimir Poutine a lancé cette guerre pour les raisons que vous évoquez? Mais moi, je crois que Poutine a lancé cette guerre sur une erreur. Il avait très bien réussi l'opération en Crimée. Pas un coup de feu, il avait annexé la Crimée. Et il a pensé, sur les mauvais renseignements qu'il avait, que Kiev tomberait de la même façon. Et que ces soldats allaient être accueillis en héros. Exactement. Et il avait dans sa soute le remplaçant, M. Zelensky. D'où les demandes, même dans le mémorandum. Ils disent aujourd'hui, il faut que Zelensky s'en aille et qu'il y ait de nouvelles élections. Oui, ils disent de revenir sur les causes profondes du conflit, c'est-à-dire la dénazification de l'Ukraine. Voilà, mais c'est les causes qu'ils se sont inventées. Bien sûr. Et donc, il a inventé tout ça parce que, on le voit bien, je regardais tout à l'heure les images de de l'inauguration du pont de Kerch en 19, je crois, en 2019, où il parlait déjà du tsar. Donc il a rempli ses... Et chaque fois qu'il parle, il a derrière lui une photo soit de Catherine II, soit de Pierre Ier. Enfin, une photo, un portrait de Catherine II ou de Pierre Ier. Donc il est dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de gens disent « mais le fauteur de guerre, c'est lui. Le problème, le nœud du problème, il est là, pas ailleurs. » Après, c'est la propagande qui est envoyée depuis 25 ans aux Russes et qu'ils croient parce qu'ils ont envie de le croire, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver, qu'on leur demande leur avis. Même s'il y a des gens très très courageux qui, en Russie aujourd'hui, donnent leur avis. Moi, je les salue parce qu'il faut pouvoir le faire dans les conditions dans lesquelles ils sont. Et notamment une certaine Lyudmila, on avait réalisé un reportage, c'est une survivante du siège de Leningrad. Elle avait brandi une pancarte propée dans les rues de Saint-Pétersbourg. Elle a été jugée d'ailleurs il y a quelques semaines. Un mot sur ce qui vient d'être dit. Il a besoin de la guerre aujourd'hui, Vladimir Poutine. C'est votre grille de lecture également? Oui, tout à fait. Elle a fait de la guerre en raison d'être de ce régime. Il faut se rappeler que Poutine a commencé comme un démocrate, quelqu'un qui voulait apporter le développement technologique, économique à la Russie. Et quand il a décidé de rester au-delà de 2 termes, il a dû chercher une nouvelle raison pourquoi il doit rester au pouvoir. Parce qu'au niveau économique, ça n'allait pas si bien que prévu finalement quand les prix pour pétrole se sont stabilisés. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'au début, c'était les prix du pétrole quand même qui ont offert le cadeau à Poutine. Et de 2012, quand Poutine a vu que les masses étaient contre Poutine, en fait, vous vous rappelez les images de Moscou, il y avait des grandes manifestations contre Poutine. C'est à ce moment-là que Poutine a compris qu'il faut un mythe
qui va réunir le peuple autour de lui. Parce que la démocratie, l'économie, ça ne fonctionne pas. Les gens russes ne vont plus lui donner un nouveau mandat juste pour l'économie ou pour le fait qu'il est un bon président. Il faut un mythe. Et c'est pourquoi elle a créé un mythe de la Crimée. Quand ils ont commencé la guerre en Donbass, effectivement, ils voulaient répéter, faire à nouveau ce mythe de Donbass, de réunir le peuple, souder le peuple autour du président pour montrer que le président russe ramasse les terres russes et fait la grande Russie à nouveau. Donc oui, effectivement, c'est devenu la raison d'être aujourd'hui de son régime. Je vois mal comment il peut rétropédaler sur tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi, en fait, les négociations aujourd'hui, ils sont vouées à l'échec. Parce qu'il ne peut pas ni admettre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ni retirer ses troupes des oblasts qu'il a annexés dans la Constitution. Donc il est allé trop loin pour aujourd'hui rétropédaler. Après, quand même, il y a la réalité de l'économie russe qui ne va pas si bien que ça. Il y a un peu le façade qui est présentable, notamment Moscou et Saint-Pétersbourg, mais au-delà, c'est différent. Donc je trouve que la réalité, quand même, va faire compliqué pour Poutine pour continuer cette guerre très longue. Mais il peut encore tenir minimum 2025, voire 2026. Sur ce calendrier que nous cite Vera Grantseva, 2025-2026, on rappelle que le président russe, techniquement, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Ce temps long, c'est un élément important à prendre en compte. Oui, c'est un élément important. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. C'est-à-dire que c'est certain, le château de cartes économique peut s'effondrer. Mais pour accélérer ça, c'est là que finalement, il y a c'est pour ça qu'il faut arriver à convaincre Donald Trump, c'est-à-dire que si il lève les sanctions, la peur avec Donald Trump, c'est tout simplement qu'il se détourne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a très envie de se dire bon bah là il a compris que Poutine se moque de lui et donc il va réagir. Mais il a tellement dit qu'il arriverait à un accord que... Parce que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que non, les Russes n'ont jamais défoncé toutes les lignes ukrainiennes. Pour l'instant, les défenses ukrainiennes tiennent. Et finalement, si les Américains mettaient réellement une vraie puissance militaire en place, il pourrait effectivement faire beaucoup de mal, voire complètement stopper les Russes, voire les repousser. S'il faisait une no-fly zone, on peut imaginer beaucoup de choses. Évidemment, il y a tout l'aspect nucléaire, mais vous pourriez potentiellement retourner un certain nombre de choses. Ils ne le font pas. Économiquement, c'est de la même chose. Ils pourraient mettre en place des sanctions secondaires sur les pays qui achètent l'énergie russe, le pétrole ou le gaz. Ils ne le font pas, pour un tas de raisons géopolitiques aussi. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller sanctionner les Chinois qui achètent du gaz russe au même moment que vous essayez de négocier des droits de douane avec eux et que vous avez une forme de détente. Bref, donc la situation est complexe, mais c'est vrai qu'une partie de la pression pourrait vraiment venir d'une administration américaine. Si Donald Trump se détourne, là, ça va être compliqué. Et après, je suis d'accord avec vous, pour tenir dans la durée, c'est vrai que c'est compliqué, mais bien sûr qu'il est dans une sorte de croisade qui peut difficilement arrêter, dans la mesure où politiquement, il a besoin de ça. Il ne peut pas s'arrêter maintenant, il ne peut pas faire marche arrière. Ça, c'est certain. Pas à ce stade. On ne peut que le forcer à faire ça. Volodymyr... Il n'y a pas d'éléments, je dirais, suffisamment forts, en tout cas sur la table maintenant. Vous disiez, général, fin juin, il ne se passera rien. Je suis entièrement d'accord avec vous, à part si tout d'un coup, il y avait un barrage de missiles américains. Mais ça ne va sans doute pas arriver, donc il n'a pas de raison, il va continuer, très probablement. Volodymyr Yarmolenko, on parlait de cette pression américaine nécessaire pour mettre fin à la guerre. Vous y croyez, vous, à cette détermination de Donald Trump? Est-ce qu'il ne faut pas attendre en fait que son ego soit froissé pour que peut-être il engage plus directement Vladimir Poutine? Non, je pense que Trump est absolument impuissant. Donc il est impuissant par rapport à sa guerre de commerce, il est impuissant par rapport à la question de Gaza, il est impuissant par rapport à la question de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine montre que c'est un sujet, c'est un agent de changement. Donc la guerre va être décidée par ce qui se passe à la ligne de front. Donc c'est l'armée ukrainienne, c'est la société ukrainienne qui sont vraiment qui changent vraiment beaucoup. Mais l'Europe est importante pour moi. Pourquoi on ne parle pas de l'Europe? Vous avez évoqué Pierre Ier. Alors, Pierre Ier, c'est pas même la mer Noire, c'est la mer Baltique. C'est la région de la Baltique. Et finalement, la stratégie russe par rapport à l'Europe centrale et orientale, c'était à partir du XVIIIe siècle, c'était de conquérir cet axe entre la mer Baltique et la mer Noire. Et la mer Baltique, ce sont des pays de l'Union européenne, comme on sait bien, c'est Finlande, c'est l'Estonie, c'est Lettonie, Lituanie.
Donc l'Europe doit être aussi préparée à une certaine possibilité de l'agression russe contre la région de Baltique, parce que effectivement, les Ukrainiens ils font une défense très très forte maintenant, et peut-être Poutine va regarder ailleurs. Donc il faut aussi comprendre que c'est pas la guerre en Ukraine. Je répète toujours, c'est une sorte de la guerre russe d'un régime que j'appelle un régime de thanacratie, c'est-à-dire le gouvernement par la mort, par la destruction, mais c'est la guerre aussi contre l'Europe. Intéressant ce que nous dit Volodymyr Yarmolenko. Est-ce que les Européens ont un rôle à jouer? Alors on sait qu'ils sont mis à l'écart de ces négociations, mais ils se préparent, ils s'arment, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Il y a des virages importants qui sont orchestrés dans ces pays. Il y a des virages importants et l'Europe est essentielle. A raison de le souligner. D'abord, l'Ukraine souhaite rejoindre l'Europe, il faut le rappeler. Poutine méprise totalement l'Europe, ne veut pas entendre parler de l'Europe. Et le fait que, paradoxalement, que les Américains se retirent progressivement de la négociation parce que M. Trump s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas avoir la négociation, a ramené les Européens, et les Européens ont réussi à être unis. Souvenez-vous... Ça les a responsabilisés, finalement. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est une situation incroyable pour l'Europe. Je rappelle que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. C'est la 3e puissance économique au monde. Tout budget de défense agrégé, avec beaucoup de pertes, c'est le 2e budget militaire au monde. Mais ce sont des pays différents. Et elle a oublié ce que c'était que d'être une puissance. Les empires russes, avec Poutine, avec Trump et américains, nous les empires, depuis 1945, on ne veut plus en entendre parler. On a connu les empires allemands, britanniques, français qui se sont fait la guerre entre eux, donc on ne veut plus en entendre parler, donc on a oublié ce que c'était que d'être une puissance. L'Europe doit redécouvrir ce que c'est que d'être une puissance, mais pas une puissance agressive, une puissance défensive, qui est capable de prendre sous son aile l'ensemble des pays européens, dont l'Ukraine fait partie, à terme, puisqu'on a ouvert les chapitres. Et j'allais dire, l'OTAN, c'est un sujet dont il ne faut plus parler. Il y a déjà les Américains, les Européens eux-mêmes se posent des questions sur l'OTAN pour l'Ukraine. Et c'est pas nouveau, on se souvient des déclarations d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale il y a 5-6 ans. Exactement, et c'est pas nouveau. Donc je pense que la question essentielle, c'est le lien avec l'Europe. Indirectement, ça liera l'OTAN. Mais c'est pas la peine de ramener sur la table l'OTAN, parce que Poutine n'en veut pas, Trump n'en veut pas, et les autres Européens se posent des questions. James André ? Moi, je suis tout à fait d'accord dans la mesure où, oui, l'Europe est à un moment absolument crucial, qu'effectivement, elle fait ce qu'il faut, elle se réarme, elle se réorganise, elle est désunie, c'est vrai, et on vient de voir notamment les élections en Pologne qui sont quand même, on va dire, un coup, parce que c'est effectivement un candidat qui était plutôt sceptique qui est élu. Après, il faudra voir ce qui se passe. En Roumanie, en revanche, la semaine précédente, ça a été un résultat plutôt positif. Donc évidemment, c'est compliqué, mais on voit quand même l'Europe se mettre en ordre de bataille. On a vu des symboles très très forts ces dernières semaines. Je pense notamment aux chefs d'État européens qui sont rendus à Kiev le 10 mai pour montrer leur soutien à Volodymyr Zelensky et qui ont effectivement là aussi mis beaucoup de pression politique pour faire avancer les choses. Et ça, c'est une bonne chose. Mais voilà. Et on est au début d'un processus de remontée en puissance de l'Europe qui doit se faire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté, il y a un véritable effort, il y a un effort financier aussi qui est mis en place. Et tout ça, voilà, on l'espère, va arriver à amener un soutien important à l'Ukraine qui, rappelons-le, pour l'instant, a quand même une armée extrêmement puissante de 800 000 hommes qui s'est constituée, qui s'est renforcée au fil de ce conflit. Donc voilà, il y a évidemment des moyens aussi en Europe et effectivement, il faut le souligner. Oui, on revient sur le temps long. Vous voyez bien que aujourd'hui, qu'est-ce que demandent les Européens ? Ukrainiens, tenez, on va vous armer, on va vous donner de l'équipement. Nous, on monte en puissance. Et le temps long qui est au détriment de M. Poutine. Donc, il faut que l'Europe monte en puissance, que l'Ukraine tienne. Et au bout du compte, sur le temps long, M. Poutine n'aura plus de choix, lui ou un autre. Et la biologie fait bien les choses parfois. Sur cette désunion des Européens, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas joué dessus justement en attaquant l'Ukraine, en se disant que finalement les Européens n'allaient pas donner une réponse coordonnée ?
Effectivement, Poutine a fondé sa stratégie de la guerre en Ukraine en pensant que l'Europe serait faible, serait lâche, ne va pas agir et ne va pas soutenir l'Ukraine. C'était ça, d'abord, l'idée générale que la propagande russe répand en Russie. Moi, quand j'étais en Russie, je me rappelle très bien qu'on nous racontait que la France est faible, c'est lâche. Le narratif principal, c'était que la France s'est rendue à Hitler sans se combattre. Donc, même, on ne nous a pas raconté bien l'histoire parce que ce n'est pas du tout comme ça. Et le général ici le connaît mieux que moi. Donc, effectivement, c'est une idée, en fait, que Poutine voulait imposer à la société russe. Et finalement, même, il s'est auto-endoctriné par cette idée. Donc, il est parti de cette idée que l'Europe n'allait pas résister, que l'Europe va lâcher très vite. Et finalement, effectivement, il a eu tort. L'Europe a pu progressivement, très lentement, mais monter en puissance. Et aujourd'hui, c'est un soutien principal pour l'Ukraine. Et c'est pourquoi, en fait, Poutine vise dans cette unité, contre cette unité européenne. Donc, pour lui, chaque pays, c'est pourquoi souvent il fait circuler l'idée que la France doit être indépendante, elle ne doit pas dépendre d'autres pays, ni de Bruxelles, ni d'autres pays européens. Parce que pour lui, c'est profitable. C'est beaucoup plus facile de déstabiliser chaque pays séparément que faire face à effectivement une union forte qui est économiquement et assez puissante, qui peut, si un jour il le veut, avoir une armée unie, qui peut aussi résister à l'armée de Poutine. Parce que pour l'instant, il croyait que l'Europe divisée va être finalement une cible facile pour lui, et comme ça, il pourra s'assurer sa dominance sur le continent européen. Volodymyr Yarmolenko, l'avenir, c'est quoi? C'est une armée unie européenne ou que chaque pays, finalement, fasse des efforts de son côté? Comment vous voyez les choses dans les prochaines années? C'est à vous de décider, c'est pas à moi de vous dire. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que le rapprochement de l'Ukraine, de l'Europe, de l'Union européenne, change non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Union européenne. Donc c'est clair que si la Russie reste comme telle, comme une menace géopolitique militaire au continent européen, l'Union européenne doit devenir aussi une union de sécurité, une union de défense. Et donc il faut le comprendre très très vite, et j'espère que certains dirigeants des pays européens le comprennent. Il faut aussi comprendre que on est dans une guerre de technologie, on est dans une concurrence de technologie, et l'Europe perd cette concurrence et à la Chine et aux États-Unis et à d'autres pays. Et paradoxalement, c'est l'Ukraine qui aide à l'Europe maintenant de regagner cette vitesse technologique. Oui, malheureusement, tragiquement, c'est la guerre qui est une sorte de locomotive de ce progrès technologique. Mais malheureusement, c'était plusieurs fois dans l'histoire c'était comme ça. Donc, toute cette technologie de drone, imaginez-vous comment il va marcher pour les buts de la société de la paix, par exemple, pour les buts de commerce et pour les buts d'autres moments. Donc oui, c'est ça. C'est l'Ukraine maintenant. L'Europe est la chance pour l'Ukraine, mais l'Ukraine est aussi une chance pour l'Europe. Merci Volodymyr Yarmolenko, quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci Général, merci James André, merci Vera Grantseva d'être venue sur ce plateau aujourd'hui. Vous restez avec nous, l'information continue bien sûr en direct sur France 24.